Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Mesdames et Messieurs les députés, je veux d'abord saluer l'initiative de la Commission de mettre à l'ordre du jour ce débat et saluer toutes celles et tous ceux qui y participent et y prennent toute leur part sur un sujet effectivement fondamental. Depuis 1 an et demi, l'Union européenne vit une crise migratoire historique. Vous l'avez tous souligné. Et nous faisons face collectivement à une situation exceptionnelle et à un défi sans précédent, en tout cas dans l'histoire récente. Si la France n'est pas dans la même situation que ses voisins, que certains de ses voisins, notamment l'Allemagne, l'Autriche ou la Suède, elle a connu en 2015 une augmentation de 20% du nombre de demandeurs d'asile, qui est passé de 65 000 à 80 000. Aux réfugiés, principalement syriens et irakiens, qu'il est de notre devoir d'accueillir dans la dignité, s'ajoutent des migrants économiques, souvent leurrés par des marchands de rêves peu scrupuleux. Monsieur le député Gomez, vous avez notamment insisté là-dessus. Tous espèrent une vie meilleure en Europe. Il a été question dans l'intervention de monsieur le député Assensi du caractère rétrograde de la politique de l'asile de ce gouvernement. Je veux rappeler d'abord un certain nombre de faits là-dessus. D'abord, la majorité actuelle et le gouvernement actuel ont mené la réforme la plus ambitieuse du droit d'asile depuis longtemps. Madame la députée Mastier en était le rapporteur et plusieurs députés ici présents s'étaient beaucoup impliqués. Et la loi du 29 juillet 2015 a, à cet égard, apporté un certain nombre de précisions et de décisions qui étaient attendues, avec notamment 135 000 places supplémentaires dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, créés en 2015 et en 2016, avec l'accélération aussi des processus d'instruction et une meilleure garantie des droits fondamentaux. Et avec la création de 100 postes à l'Office français de protection des réfugiés et de l'asile pour instruire les dossiers, réduire les délais. Tout ça, c'est du concret et c'est la première manière de garantir ce droit fondamental auquel notre pays est tant attaché depuis longtemps et qui est aussi au cœur d'une certaine conception de l'Europe, l'Europe des droits et l'Europe des libertés. Car c'est vrai, l'Europe joue son âme dans cette crise et elle joue une part de son avenir. Elle doit faire face à ses responsabilités en conciliant le droit d'asile, l'hospitalité qui sont au fondement même de nos valeurs, avec bien sûr la nécessaire protection de son intégrité et de sa sécurité. Et c'est la réponse globale que l'Union doit s'efforcer d'apporter à cette crise, d'ailleurs en se réinventant d'une certaine manière, puisqu'elle n'a pas été à l'origine conçue pour cela. La première urgence, c'est d'apporter toute notre aide à la Grèce, qui est confrontée à une situation humanitaire sans précédent, et de garantir le droit d'asile et les droits de l'homme. L'Union européenne a ainsi mis en place plusieurs mécanismes de solidarité pour apporter soutien à la Grèce et aussi à l'Italie, deux pays qui sont en première ligne. 2 mécanismes de relocalisation d'urgence ont ainsi été mis en place en septembre dernier, visant à répartir entre les États membres 160 000 personnes en besoin manifeste de protection qui ont été enregistrées dans des zones d'attente, les fameux hotspots en Italie et en Grèce. Par ailleurs, le Conseil Justice et Affaires intérieures du 20 juillet a décidé la réinstallation à partir de pays tiers de plus de 22 000 migrants. Dans ce cadre, notre pays, au titre de la solidarité, accueillera 30 000 personnes pour la relocalisation et 2 375 personnes pour la réinstallation sur une période de 2 ans. Et le Premier ministre a encore récemment réaffirmé et confirmé cet objectif. Ces mécanismes commencent à être opérationnels. À l'heure actuelle, 937 relocalisations ont été effectuées au niveau européen, dont 242 réalisées depuis la Grèce et 41 depuis l'Italie pour la France. Des progrès restent à faire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les mécanismes commencent à fonctionner. Pour permettre à la Grèce d'examiner la recevabilité des demandes d'asile dans ce qu'on appelle les hotspots, mais aussi pour l'aider à mieux assurer la protection des frontières, la solidarité de l'Union s'est manifestée par la mise à disposition d'experts, de spécialistes, de policiers. Et un besoin de 4 000 experts a été identifié à ce sujet. À la demande du président de la République et de la chancelière,
Bernard Cazeneuve et son collègue allemand Thomas de Maizière ont indiqué dans un courrier à la Commission européenne que la France contribuerait au soutien de la Grèce et mobiliserait 200 policiers pour Frontex et 100 experts issus notamment de l'OFPRA pour le Bureau européen d'appui pour l'asile. L'Allemagne contribuerait au même niveau et la France et l'Allemagne fourniront ensemble un soutien additionnel de 600 agents sur les 2300 qui seront mobilisés par les États membres. La question de la route des Balkans requiert bien sûr un soutien exceptionnel à la Grèce pour lui permettre d'accueillir au mieux une population de plus de 50 000 personnes bloquées sur son territoire et prévenir ainsi le risque d'une dégradation rapide des conditions sanitaires. L'Union a décidé la création d'un nouvel instrument d'aide humanitaire intra-européen, dit EuroEcho, doté de 700 millions d'euros sur la période 2016-2018, pour l'aider à faire face à cette situation exceptionnelle. La France, à titre bilatéral, s'engage auprès de nos amis grecs en apportant une contribution matérielle avec notamment des abris préfabriqués, des équipements de chauffage, des conteneurs sanitaires et des équipements destinés à la distribution d'eau potable, autant de sujets concrets qui, évidemment, sur le terrain, changent la donne. Pour mettre fin au drame en mer Égée et au trafic d'êtres humains, odieux mais très lucratif, dont profitent des passeurs ignobles, un accord avec la Turquie était une nécessité. Il passe par une coopération opérationnelle renforcée avec ce pays, mais certainement pas par le silence de la France sur le sort des minorités, comme la minorité kurde, ni sur l'évolution de la situation intérieure de ce pays au regard du respect de l'état de droit, des libertés fondamentales, du respect des droits de l'homme, du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement de tous les standards, de tous les droits, de toutes les libertés garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. Je rappelle que la Turquie en fait partie, et l'honnêteté force à dire que c'est aussi l'un des pays les plus condamnés par la Cour. Et donc notre vigilance là-dessus sera évidemment forte et elle sera permanente. Alors que la Turquie représente le principal point de départ des migrants vers l'Europe, l'Union européenne a multiplié les efforts pour accroître la coopération avec la Turquie depuis le sommet UE-Turquie du 29 novembre 2015. Un plan d'action UE-Turquie sur l'immigration a été adopté. Il est articulé autour de 2 volets pour permettre d'une part l'assistance à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et d'autre part un renforcement de la lutte contre les trafics et un renforcement du contrôle des frontières et la réadmission. Il ne résout évidemment pas tous les problèmes et sa mise en œuvre nécessite encore beaucoup de travail et beaucoup d'ajustements. Pour réaliser ces engagements, l'Union a décidé de soutenir financièrement la Turquie à hauteur de 3 milliards d'euros. Ce sont des moyens très conséquents qui permettront à l'Union de porter assistance aux réfugiés accueillis en Turquie, en soutenant des projets en matière de santé, d'éducation ou encore d'aide alimentaire. Ces fonds seront mobilisés via des partenariats avec des ONG et la Commission de façon progressive en fonction des efforts qui seront concrètement déployés par la Turquie. Pour ce faire, nous attendons une évaluation précise des besoins et ce n'est que sur cette base que seront financés des projets avec toujours le regard sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et il ne s'agit donc en aucun cas d'un chèque en blanc donné à la Turquie. Mais je comprends parfaitement les inquiétudes et les préoccupations qui se sont exprimées à ce sujet. Le plan d'action adopté en novembre dernier a été complété par l'adoption d'une série de mesures supplémentaires par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen des 17 et 18 mars. La Turquie s'est ainsi engagée, à partir du 20 mars, à réadmettre depuis les îles grecques l'ensemble des personnes entrées de manière irrégulière. Elle doit le faire, c'est la moindre des choses, en appliquant les standards internationaux du droit d'asile, en particulier le principe de non-refoulement. La France y a veillé et le Haut-Commissariat aux réfugiés garantira aussi le bon respect de ces principes. Madame la présidente Auroy, vous vous êtes notamment interrogée sur cette question. Et monsieur le député Lelouch, il s'agit bien d'un accord européen. Et il est vrai que l'Allemagne a, dans la préparation de cet accord, joué un rôle important. Mais le président du Conseil européen a négocié cet accord et il engage l'ensemble de l'Union et l'ensemble des pays de l'Union. Cet accord met en place un système de renvoi des migrants qui arrivent de manière irrégulière en Grèce depuis la Turquie et il prévoit en contrepartie la réinstallation en Europe des réfugiés déjà présents dans des camps en Turquie. C'est le système dit du 1 pour 1, un réfugié réinstallé pour un migrant retourné. Et il vise à dissuader
les départs qui mettent en danger les personnes. Et j'invite là aussi tout le monde à ne pas sous-estimer la dangerosité d'un certain nombre de situations dans lesquelles sont mis les migrants par des passeurs sans scrupules. Face au trafic d'êtres humains, aux filières illégales, l'objectif de l'Union est d'aménager une filière d'admission légale dans le respect des droits des personnes. Et comme je l'ai indiqué, la France est engagée pour accueillir 30 000 relocalisations. Vous avez été nombreux à vous interroger sur la légalité de cet accord avec la Turquie au regard du droit international et du droit européen. Et encore une fois, le gouvernement comprend ces interrogations. Mais chacun pourra, s'il le souhaite, déposer une demande d'asile en Grèce. Et chaque demande sera examinée de manière personnalisée, droit de recours inclus. Toutes les demandes d'asile introduites en Grèce feront bien sûr l'objet d'un traitement individuel, avec possibilité d'avoir un recours selon les voies juridiques appropriées. En aucun cas, il ne saurait y avoir d'expulsion collective ni de dossier non examiné. Cela est clairement rappelé et stipulé dans le texte de la déclaration Union européenne-Turquie. Les engagements pris avec la Turquie respecteront également le cadre existant des négociations d'adhésion et de la feuille de route qui comprend, vous le savez, 70 critères conditionnant la libération des visas. Notre partenariat avec la Turquie est important, mais il ne s'agit pas de transiger avec le respect de ces critères. Et la Turquie doit les satisfaire pour obtenir la libéralisation des visas ou avec les procédures pour l'ouverture de nouveaux chapitres du processus d'adhésion. L'ouverture qui a été décidée sur le chapitre 33, qui concerne les dispositions budgétaires et financières, est pragmatique. Elle permet de concilier les demandes de la Turquie qui voulait une relance des négociations, tout en préservant les exigences légitimes de Chypre, afin de ne pas obérer le processus de réunification en cours. Cette négociation sur de nouveaux chapitres ne préjuge en aucun cas d'une décision sur l'adhésion. Sur les 35 chapitres, 15 ont été ouverts avec la Turquie depuis 2005, 11 entre 2007 et 2012, et 2 seulement depuis 2012. Comme l'a rappelé le président de la République, la conclusion éventuelle des discussions avec la Turquie n'est pas terminée et les Français seront consultés le jour venu à l'issue du processus, conformément à la Constitution. C'est d'ailleurs sous les présidences de Jacques Chirac que cette disposition avait été introduite dans notre norme fondamentale. Les prochains jours, les prochaines semaines seront déterminants pour rendre opérationnelles ces dispositions et atteindre les objectifs. Mais les défis sont considérables et il est essentiel de veiller à la légalité du dispositif face aux critiques qui ont été fortes du HCR et de plusieurs ONG. Cette crise ne nous met pas seulement au défi d'être fidèles à nos valeurs. Elle exacerbe aussi les forces centrifuges, parfois populistes, qui menacent l'idée même du projet européen. Et l'Union, dans ce contexte, doit garantir son intégrité et sa sécurité. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux, en Européens, à nous émouvoir du repli auquel nous assistons. C'est une régression à laquelle nous ne devons pas céder. Et Gilles Savary, comme beaucoup d'entre vous, l'a dit avec une conviction européenne particulièrement forte. C'est pourquoi assurer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne et garantir le bon fonctionnement de Schengen est primordial. Après les attentats de l'an dernier et dans le contexte d'arrivées massives sur le territoire européen, il a été ainsi décidé de renforcer l'agence Frontex et de la transformer en agence européenne des frontières. Cette agence formera un système européen de garde-frontières et de garde-côtes qui viendront soutenir un État membre en difficulté et qui sera susceptible de proposer des mesures préventives aux frontières extérieures. Elle devrait être opérationnelle d'ici l'été prochain. Pour garantir la sécurité de nos concitoyens, le Conseil a par ailleurs adopté une modification ciblée du code frontière Schengen qui permettra des contrôles systématiques et coordonnés aux frontières extérieures. Nous appelons à son adoption par le Parlement européen dans les plus brefs délais. Et au-delà, comme instrument complémentaire, la Commission présentera le 4 avril un paquet sur les frontières intelligentes qui fournira des outils technologiques permettant des contrôles automatisés systématiques à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, tout en garantissant la fluidité des passages de voyageurs. Enfin, pour préserver l'intégrité de l'espace Schengen, alors que plusieurs États membres, y compris la France, ont rétabli des contrôles temporaires à leurs frontières, le Conseil a adopté le 12 février des recommandations adressées à la Grèce, qui était ces derniers mois en grande difficulté pour garantir le contrôle de ses frontières extérieures. Sur le fond,
La Grèce doit bénéficier de toute l'assistance dont elle a besoin pour lui permettre d'exercer un contrôle effectif de ses frontières extérieures, et la France y contribue pleinement. Plusieurs questions ont été posées sur l'application sur le terrain. Madame la députée Alain, vous avez notamment cité le camp de Mozac dans votre circonscription. Et c'est justement l'un des 121 centres d'accueil et d'orientation créés pour offrir une solution d'accueil temporaire à destination des personnes présentes à Calais. C'est cette solution qui est privilégiée par l'État, conformément à la stratégie qui a été indiquée, plutôt que la création de campements comme cela a été le cas à Grande-Synthe. Monsieur le député Savary, vous avez également attiré l'attention sur le travail sur le terrain, notamment le travail des communes. Et je veux d'abord, au nom du gouvernement, saluer l'implication des élus locaux pour accueillir les réfugiés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a associé les maires dès le 12 septembre de l'année dernière pour présenter la stratégie d'accueil et demander aux maires, aux élus locaux, leur appui. Et lors de cette réunion, comme toujours depuis, ils ont répondu présent avec un grand sens des responsabilités. L'État a mis en place un dispositif d'accompagnement des communes, consacré notamment au logement, et le ministère de l'Intérieur reste évidemment à la disposition des élus pour faire le point, y compris sur des situations problématiques ou conflictuelles telles que celles que vous avez indiquées. Et puis vous avez aussi posé la question de l'OFPRA sur l'application de cet accord. Et l'OFPRA est pleinement engagé dans la mise en œuvre de l'accord UE-Turquie. L'Office va envoyer des officiers de protection, je l'ai indiqué, dès lundi, en Grèce pour permettre la relocalisation en France et ailleurs en Europe, en lien avec le Bureau européen de l'asile, de tous les migrants en besoin de protection qui sont actuellement bloqués en Grèce. L'OFPRA participe par ailleurs à des missions de réinstallation dans le cadre du 1 pour 1 de migrants syriens vulnérables qui vivent en Turquie dans des conditions particulièrement difficiles. Et l'OFPRA est donc totalement partie prenante à la stratégie du gouvernement dans cette affaire. Il est vrai que l'OFPRA a indiqué qu'elle n'allait pas participer aux missions de police, en précisant que ce n'était pas son rôle, et chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais c'est une position qui me semble entendable et défendable. Mais pour le reste, je parle ici à titre personnel, mais pour le reste, l'OFPRA est totalement impliquée dans cette stratégie, et c'est d'ailleurs indispensable pour la garantie des droits. Au-delà de l'urgence, ce sont les causes profondes, en lien étroit avec les pays d'origine ou de transit, que nous devons traiter. L'Union européenne a renforcé son dialogue et ses actions en direction des pays d'origine ou de transit, afin d'ouvrir des perspectives économiques dans ces pays pour les migrants économiques qui cherchent à rejoindre l'Europe. La conférence de haut niveau sur la route des Balkans occidentaux et de la Méditerranée orientale du 8 octobre dernier a permis de définir une feuille de route axée sur l'aide aux réfugiés et aux communautés hôtes en Turquie, au Liban et en Jordanie, mais aussi sur la lutte contre les filières de passeurs et la surveillance des frontières. La coopération entre les pays de la région et avec les États membres de l'Union est indispensable. Pour venir en aide aux pays voisins touchés par le conflit syrien, la conférence des donateurs pour la crise syrienne s'est tenue à Londres le 4 février, à l'invitation de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Norvège, du Koweït et des Nations unies. Plus de 10 milliards de dollars ont été promis, dont plus de 3 milliards d'euros de l'Union européenne et de ses États membres. 200 millions d'euros de dons pour la France pour la période 2016-2018. La Jordanie et le Liban devraient ainsi bénéficier de mesures de soutien de la part de l'Union, notamment d'assistance financière, mais aussi de mesures relatives aux relations commerciales, à la sécurité et à la mobilité. Et il s'agit par ailleurs de promouvoir une stratégie globale pour permettre aux réfugiés un minimum de stabilité par l'accès à l'emploi et la scolarisation des enfants syriens. D'ailleurs, le sommet UE-Afrique de La Valette, qui s'est tenu les 11 et 12 novembre 2015, a permis lui aussi de jeter les bases d'un partenariat global avec les pays d'origine et de transit, pour trouver des solutions communes et durables face à l'enjeu migratoire. Dans ce cadre, une déclaration politique et un plan d'action comportant 16 actions prioritaires à mettre en œuvre avant la fin de cette année ont été agréés. Et à partir d'un fonds de 1,8 milliard d'euros, 20 projets viennent d'être approuvés. En décembre pour l'Afrique de l'Est et en janvier pour l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, la haute représentante souhaite lier la mise en œuvre de ce fonds avec les dialogues politiques haut niveau sur le retour et la réadmission. La coopération des États tiers, y compris en matière de retour et de réadmission, est bien sûr un enjeu clé. Et des dialogues ont ainsi été initiés avec le Sénégal,
l'Éthiopie et le Niger, et les discussions sont en cours s'agissant des paquets incitatifs pour identifier les leviers concrets qui peuvent être mobilisés pour encourager une meilleure coopération de la part de ces pays en matière de migration légale, conformément aux engagements pris dans le plan d'action de La Valette. La lutte contre le trafic d'êtres humains et contre les réseaux fait partie intégrante de la réponse européenne. En Méditerranée centrale, depuis plus de 9 mois, l'opération navale au titre de la politique de sécurité et de défense commune, appelée SOFIA, lutte contre les trafiquants de migrants et les réseaux de passeurs. Cette opération a pour objectif la neutralisation des navires de trafiquants et des passeurs avant même leur utilisation. La deuxième phase de l'opération, qui doit permettre l'arraisonnement et la saisie de navires uniquement en haute mer, a débuté le 7 octobre. Et nous espérons très fortement que cette opération pourra prochainement intervenir dans les eaux territoriales libyennes conformément à son mandat, ce qui requiert toutefois au préalable un accord du futur gouvernement d'unité nationale libyen ou le vote d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité. Enfin, la France participe aux activités de l'OTAN visant à renforcer la surveillance et le suivi des flux de migrants en mer Égée. Comme l'a annoncé le président de la République le 4 mars, nous y avons déployé un patrouilleur de haute mer qui accomplit sa mission en coopération étroite avec les autres navires engagés dans ce cadre, issus de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Turquie, du Canada, de la Grèce et des Pays-Bas. Mesdames et messieurs les députés, les défis immenses qui sont ceux de votre débat et de la situation à laquelle l'Europe est confrontée ne justifient ni le renoncement ni le repli national qui, évidemment, n'apporte aucune solution. L'Europe a les moyens d'y faire face et elle le sera d'autant plus qu'elle sera fidèle aux principes de solidarité, de responsabilité et d'hospitalité. La France ne ménage pas et ne ménagera pas ses efforts pour y contribuer pleinement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions.